Yorana, vous êtes sur Polynésie la première. Pour suivre l'actualité du jour, en voici les titres. Les autorités durcissent les mesures de restriction déjà établies. Les rassemblements de loisirs de plus de 10 personnes sont désormais interdits. Les boîtes de nuit resteront fermées jusqu'au 15 août. Il serait également question du port du masque obligatoire dans les espaces publics, comme dans les parcs, les plages ou les stades sportifs. Nous irons à Paoufei rejoindre Jacques Damour et Ignacio Raveino. Derrière chaque chiffre, il y a un malade. Michel Tewira, 56 ans, L12. Ce sous-officier s'apprêtait à prendre une retraite bien méritée, mais il a été contaminé par ses collègues. Il témoigne dans ce journal. Une pré-rentrée sous le signe de la Covid-19 à l'Université de la Polynésie. Par précaution, elle est étalée sur 3 jours en fonction des filières et le maître mot reste la vigilance. Et enfin, nous irons à Arutua. Là-bas, pas de Covid-19, mais du poisson à tous les repas. La famille Parker en a en abondance. La flambée des cas positifs de Covid-19 oblige les autorités à durcir les mesures de restriction. On dénombre 310 malades confirmés depuis le 2 août. 119 d'entre eux sont guéris, ce qui porte à 191 le nombre de cas positifs à ce jour. 7 sont hospitalisés, dont 3 en réanimation. Mais les décideurs n'arrivent plus à contenir la propagation. Le seul moyen pour limiter sa diffusion est de restreindre quelques libertés. Le point avec Chiquita Darouzès, Ignacio Raveino et Jacques Damour. Pas moins de 12 000 personnes testées depuis le 15 juillet. Le dispositif a bien fonctionné, selon le haut-commissaire Dominique Saurin. La Polynésie est certes à 310 cas positifs, mais le stade 3 n'est pas encore à l'ordre du jour. Du coup, pas de mesures draconiennes, mais des gestes barrières élargis. La protection sanitaire de la population est notre premier impératif. Mais nous devons dans le même temps assumer la nécessité de reprendre une vie économique ouverte sur l'extérieur. Il en va de la sauvegarde de milliers d'emplois et plus généralement de la stabilité de la vie économique et sociale de notre territoire. La majorité des cas recensés par l'Institut Louis Malardé sont en zone urbaine. Les autorités ont donc décidé de maintenir fermées les discothèques jusqu'au 15 septembre. Le masque sera aussi obligatoire dans les commerces, voire même dès que vous êtes en ville, sous peine de sanctions. Les rassemblements associatifs festifs de plus de 10 personnes seront également interdits. Nous avons décidé d'interdire tous les rassemblements de loisirs, c'est-à-dire les rassemblements informels de plus de 10 personnes sur les plages, espaces verts et parcs publics et tout site prévu à cet usage. Et de maintenir également ce que nous avions décidé la dernière fois, c'est la déclaration préalable à la charge des organisateurs pour tous les autres types de rassemblements, mais de plus de 10 personnes. Au lieu de 50 personnes, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Des mesures qui seront abordées avec les Tavana afin qu'ils déclenchent leurs plans communaux de sauvegarde. Les dirigeants des églises aussi seront consultés afin de déterminer l'organisation des offices et des mariages. Pour ce qui est des événements sportifs, cela pourra se discuter et ce sera aux fédérations sportives de faire des propositions. Et Edouard Fritsch a par ailleurs annoncé qu'une commande de 2,5 millions de masques devrait arriver bientôt. Et des masques, il y en aura partout, même dans les espaces publics. C'est une volonté des autorités sous réserve de l'accord des maires. Nous allons tout de suite au stade Willy Bombridge à Papeete rejoindre Jacques Damour et Ignacio Raveino. Jacques, bonsoir. Vous avez pu sonder les quelques sportifs qui sont encore sur le stade à cette heure. Sont-ils prêts à mettre un masque demain si la mesure venait à être appliquée? Oui, bonsoir Ayata. Écoutez, nous avons effectivement avec Ignacio interrogé les sportifs. Vous savez que le stade est un espace public. Si jamais le port du masque devenait obligatoire, les sportifs qui occupent ce lieu en fin d'après-midi et en début de soirée devraient le porter. Alors les avis sont partagés. Par exemple, j'ai à côté de moi Ereata, qui est une habituée du stade Bombridge, puisqu'elle y vient pratiquement 4 à 5 fois par semaine. Ereata, toi, est-ce que tu porterais le masque s'il devenait obligatoire? Le masque, peut-être pas, parce que ce serait très étouffant, mais je porterais bien la visière. La visière, je ne serais pas attendre pour la mettre, mais pas le masque. Et est-ce que tu penses que le fait de faire tes exercices avec un viseur, ça va te gêner ou ça ira?
Non, je pense que ça pourrait aller parce que dans tous les cas, ça me gênera toujours moins que le masque. Quoi qu'il arrive, ton entraînement se poursuivra. Oui, exactement, c'est ça. Alors, vous voyez donc, Eyata, il y a des sportifs qui sont prêts à faire l'effort de porter le masque pendant leur exercice, d'autres qui nous ont dit tout simplement qu'il n'était pas question de venir courir avec un masque, d'autres nous ont dit que courir avec un masque, ce serait un bon exercice pour la respiration. Et à côté de moi, j'ai un autre sportif, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, bonsoir. Si demain le masque était obligatoire, qu'est-ce que tu ferais ? Je le mettrais puisque c'est obligatoire. Et si ça ne me convient pas, je trouverai une alternative, je vais m'adapter. Et tu serais aussi assidu malgré ça ? J'ai pas compris la question. Oui, est-ce que tu viendrais toujours autant sur le stade avec l'équipement du masque ? Je sais pas encore. Voilà Yata, je vous le disais, les avis sont partagés, mais d'une manière générale, cet espace est très public et il n'y a pas de raison qu'on retrouve ici tous les soirs des sportifs qui viennent se détendre, s'aérer et puis s'entraîner. Merci beaucoup Jacques Damour pour ce point en direct depuis le stade Willy Bambridge. Et nous accueillons notre invité, Dr Didier Bandou. Bonsoir. Bonsoir Yata. Alors, est-ce que la généralisation du port du masque, même dans l'espace public, est-il un moyen efficace pour éviter la propagation ? Nous pensons, on est nombreux à penser qu'une mesure coercitive, pour qu'elle soit appliquée, doit être comprise. Et c'est vrai qu'autant ça ne se discute pas de porter un masque dans des lieux confinés, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants ou dans des lieux qui sont confinés du public, autant ça peut se comprendre. Autant dans un lieu ouvert, aéré, c'est beaucoup plus discuté et discutable. La généralisation du masque partout, je ne suis pas sûr que ce soit une aide à ce que ce soit compris par tout le monde. D'ailleurs, à ce point de vue, j'ai encore lu des papiers et écouté pas mal de commentaires de spécialistes qui nous confirment qu'il n'y a eu quasiment aucun cluster dans les lieux publics aérés extérieurs. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait pas mal des clusters dans des réunions avec beaucoup de monde, dans des réunions publiques avec des concerts en métropole. Ça n'a pas eu lieu. Donc, par contre, des clusters dans les entreprises, dans les open space, dans des lieux confinés, oui, bien sûr, le port du masque me paraît impératif. Alors, au-delà de cette mesure, est-ce que les nouvelles mesures de restriction décidées aujourd'hui sont suffisantes ou faut-il aller plus loin ? Elles sont en tout cas nécessaires. On l'a vu, on s'attendait de toute façon à ce que l'ouverture des frontières amène de nouveaux cas de Covid. On ne va pas bloquer le virus avec des filets à l'arrivée à l'aéroport, c'est impossible. On savait que des gens porteurs du virus asymptomatiques allaient certainement devenir symptomatiques. Il y a même des cas, et on le voit, parmi les 12 000 cas, je vois, dont on parle d'autotests et de tests réalisés, il faut savoir qu'il y a des tests qui ont été refaits chez les mêmes personnes, qui étaient négatifs au départ et qui se sont positivés après. Donc la mesure est une mesure nécessaire, suffisante, c'est le comportement de tout à chacun qui sera important. Merci pour ces premières réponses. Nous reviendrons avec vous juste après ce reportage. Il est une nouvelle preuve que l'on guérit du coronavirus. Michel Tewira est un gendarme qui connaît une fin de carrière particulière. Il s'apprêtait à prendre sa retraite après 28 ans passés à la brigade motorisée de la gendarmerie de Polynésie avant d'être contaminé par la Covid-19. Il témoigne au micro de Pierre-Emmanuel Garot avec Lucille Guichet-Tirao. Michel Tewira devait raccrocher définitivement la veste de la brigade motorisée de gendarmerie. Un départ à la retraite bien mérité après 28 ans de service. Mais la Covid en a décidé autrement. J'ai attrapé la Covid-19 par fréquentation avec les militaires de la gendarmerie. Je pense que c'est dû à cela, qu'on ne s'est même pas aperçu. Nous, on est au centre à Brua, donc nous, on fréquente les militaires. C'est vrai qu'à l'intérieur, le masque n'était pas obligatoire à l'intérieur de nos locaux. Mais la distanciation est respectée. Mais le masque, on ne portait pas à l'intérieur. Après plusieurs cas confirmés au sein de la gendarmerie, Michel Tewira est dépisté le 8 août avec tous les autres militaires. Pour ma part, donc, le résultat est négatif dans un premier temps. Et vu que j'avais quelques symptômes quelques jours après, donc j'ai décidé de faire quand même un deuxième test qui s'est révélé positif à ce moment-là. Depuis 10 jours, Michel Tewira s'est isolé en montagne avec son épouse. Il se soigne au paracétamol et au grand air. L'annonce, ça ne plaît pas, c'est sûr, parce qu'on va figurer parmi les statistiques. C'est aussi peut-être ça qu'on... Mais je vais quand même dédramatiser, je veux dire, sur cette opération. J'ai la fièvre, j'ai la diarrhée
Et puis j'ai des courbatures. Je me suis inquiété, donc je suis allé consulter un médecin pour... voilà, donc on te donne des médicaments pour te soigner. Et, par contre, je ne vais pas mourir. Ça aussi, c'est un fait, je ne vais pas mourir puisque les premiers symptômes, c'est gérable à mon niveau. Michel Théouira doit se rendre à sa dernière visite médicale. Il devrait reprendre le travail quelques jours avant son départ à la retraite. Didier Bandou, votre avis en tant que médecin, faut-il dédramatiser lorsque l'on est atteint du coronavirus ? Je le pense très sincèrement. D'ailleurs, le cas concret du reportage nous le montre. Être Covid positif ne veut pas dire que c'est forcément dangereux et qu'il y aura forcément des conséquences. Bien sûr, il faut être vigilant. Toute la problématique ici au Fénois est d'éviter absolument la première vague qu'il y a eu en métropole. On a vu, il y a eu beaucoup de décès, mais beaucoup de décès pour la plupart du temps de gens fragilisés avec des comorbidités. Et c'est vrai que ces gens-là, malheureusement, sont décédés. Là, il y a une espèce de phénomène de rebond, toujours pareil en métropole, mais ce rebond est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup plus de tests, les gens sont beaucoup plus testés, et c'est surtout les jeunes que l'on retrouve dans ce cas-là. Alors le Covid positif, oui, c'est une maladie, il va falloir apprendre à vivre avec, comme on dit, ça fait partie des peurs nouvelles qui arrivent un petit peu pour nous, au même titre que la dengue à une époque, d'autres choses, il va falloir faire avec, oui, tout à fait. Justement, en fonction des... Il va falloir faire avec, oui, tout à fait. Justement, en fonction des... Il faut relativiser obligatoirement. C'est vrai que c'est difficile. C'est un virus qu'on ne connaissait pas. L'inconnu fait peur. Donc un peu au jour le jour, même nous en apprenons tous les jours. On doit être vigilant. On doit être à l'affût du moindre symptôme qui peut arriver. D'ailleurs, à ce sujet, je suis ravi d'entendre le président qui parlait un petit peu de réactiver d'une façon ou d'une autre la cellule de crise. Il faut bien avouer que dans certains cas, quand on doit appeler, nous médecins, on a un petit peu de mal à les joindre et pour pouvoir un petit peu lancer les investigations sur des malades. Mais en aucun cas, ça doit être dramatique. La plupart des cas qui sont au Fénois sont soit symptomatiques, soit avec très peu de symptômes. Donc pareillement pour la Polynésie aussi, il faut relativiser par rapport aux chiffres. Il faut relativiser, mais surtout, comme je le disais, il faut éviter la propagation de ce virus dans les populations proches de nous et à risque. Ce qui sous-entend, comme le disent certains épidémiologistes, de limiter les contacts avec les personnes âgées, si possible, lors de rassemblements, comme les mariages, comme les baptêmes ou comme les enterrements. C'est vrai que là, il faut se protéger au maximum. Et là encore, c'est dans des lieux clos où le risque est le plus important. Il y a cette question aussi que beaucoup se posent. À partir de quel moment on est considéré comme guéri ? Avec le recul que l'on a, c'est vrai que là, je vois, le patient semble avoir à peu près 3 semaines d'évolution de la maladie. Je pense qu'à partir de 3 semaines, 1 mois, on peut considérer qu'on est guéri. On est peut-être encore porteur du virus, mais plus forcément contagieux. Donc, est-ce qu'on est immunisé après avoir été atteint du coronavirus ou pas ? Toute la question, apparemment, ça dépend beaucoup des individus touchés et beaucoup d'incertitudes autour de ça, en tout cas. Merci beaucoup, Didier Bandou, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci, bonne soirée. Et si vous avez des doutes sur votre état de santé, nous vous rappelons les numéros suivants, le 40 45 50 00 ou le 15. Et justement, n'oubliez pas ces gestes protecteurs aussi, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique. Surtout, évitez de serrer la main ou encore d'embrasser. Et la Covid-19 n'a pas empêché l'Université de la Polynésie de faire sa rentrée. Aujourd'hui, elle est placée sous le signe de la prudence et de la bienveillance. Sur les 3500 étudiants, près de 1700 sont des primo-entrants. Pour eux, pas de cours ce lundi, mais de nombreuses informations à mémoriser. Nicolas Suir et Hirotero Rotoa. Le premier jour de rentrée universitaire débute par un rappel des gestes barrières. Une mission effectuée par le président de l'établissement lui-même. Ce sur quoi j'ai insisté vraiment, c'est que ces gestes doivent perdurer en fait. Il faut que ça dure, il ne faut pas que ce soit juste aujourd'hui ou cette semaine, il faut que l'effort dure pour tout le temps et que c'est qu'à cette condition-là que les cours pourront se dérouler correctement. Sinon nous serons amenés à fermer des cours, à fermer des groupes de TD ou des choses comme ça. Pour que ces gestes perdurent, les étudiants ont la responsabilité de veiller à ce que chacun les respecte, car tous les moyens sont déployés pour leur bonne application. Ça m'inquiétait et quand il est intervenu, ça nous a rassurés. Je pense que l'université était bien préparée face à cela. Déjà, notamment que je vois qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par rapport aux gels hydroalcooliques.
Dans le hall, un syndicat d'étudiants prêt à répondre à une question ou à donner un conseil. Lui aussi très soucieux de toutes les protections sanitaires. Avec le coronavirus, on s'était dit qu'il fallait prendre les meilleures précautions. Donc masque, gel et même des gants. Il faut des visères également. Un étage plus haut, la file d'attente est mise en place pour le retrait des cartes d'étudiants. Il y a le Covid, il faut respecter les mètres de sécurité. Là. Distanciation sociale. C'est nécessaire pour qu'on puisse continuer à venir à l'école. Dans les salles informatiques, la désinfection des claviers et des mains est imposée avant et après chaque classe. Toutes les mesures de protection ont été prises dans l'établissement. Et pour limiter le nombre de personnes sur le site, l'université diffuse également ses journées d'information en direct sur sa page YouTube. Il est le plus important trafic d'ice jamais démantelé en Polynésie. L'affaire dite Saranui, un commerce illégal de méthamphétamine entre le Mexique, les États-Unis et Tahiti. Elle implique au total 39 personnes et pour la première fois, 25 des principaux prévenus comparaissaient devant les juges. Ces derniers devaient décider de leur maintien ou non en détention. Lucille Guichet-Tirao, Hubert Liao. Présenté comme l'homme clé de ce procès, Tamatoa Alfonsi, arrêté au Mexique avec l'ancien rameur Meitei Danielson en 2018. Avec 24 autres mises en cause, ils devront s'expliquer sur le plus grand trafic d'ice présumé en Polynésie. Les enquêteurs estiment que 40 kilos de drogue ont ainsi transité entre le Mexique, les États-Unis et Tahiti. Ce matin, lors d'une audience relais, la justice a maintenu en détention les 5 principaux mis en cause et laissé les 20 autres sous contrôle judiciaire. En réalité, quand il s'agit de dossiers avec un grand nombre de personnes, il arrive souvent qu'il y ait des empêchements au dernier moment ou des avocats qui ont des problèmes d'ordre réglés et que les personnes ne puissent pas venir. Et donc, ça permet de fixer vraiment la date d'audience. C'est tout, parce qu'on est nombreux dans cette affaire. Le procès de ce deuxième volet est prévu le 28 septembre. Il rassemblera d'anciens champions de surf et de va'a, la petite jet-set tahitienne et pléthore de consommateurs. 14 prévenus avaient déjà été jugés l'année dernière concernant l'écoulement de la drogue sur le marché local. Au total, 39 personnes sont mises en cause dans ce vaste trafic présumé. Plusieurs des protagonistes impliqués ont déjà été jugés pour des faits similaires. Escalo Tuamotu à Ho, les habitants bénéficieront enfin d'un distributeur de billets automatique, le 33e de la Polynésie. Le chantier pour son installation a démarré cette semaine pour une durée d'1 mois et demi. Il a permis l'embauche de 4 ouvriers locaux, une volonté du pays pour simplifier les opérations de retrait d'argent. Autant dire que pour les habitants, il souffle comme un sentiment de soulagement. On écoute ces réactions recueillies sur place par notre correspondant Mathieu Allou. Ça fait depuis des années qu'on attendait tout ça, alors qu'aujourd'hui, on a commencé à construire, c'est bien. Ouais, ça permettrait d'attendre moins longtemps à la poste. Voilà, de faire la queue à la poste, voilà, quand on a besoin de sous, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, donc on vient, on se sert, quoi. Une subvention de 70 millions de francs pacifiques a été allouée à la société Farirata par le pays pour installer des distributeurs de billets automatiques dans 10 communes. On se rend bientôt doté Arutua, Kaukura, Rikitea, Rimatara, Takarua, Tikehau, Tiputa, Maupiti, Aho donc et Veirao. La quête du mois de mai a bien été réalisée à Eivave. En ont décidé les comités des 3 paroisses protestantes de l'île. Une manne financière nécessaire au fonctionnement puisque, vous le savez, cette collecte permet à l'église protestante Maohi de financer ses actions mais aussi de rémunérer ses pasteurs. Terei Mariva Wangfu répond à Arthur Thierry. Le temps de le faire n'est pas vraiment le plus important. Le plus important, il nous a été sollicité d'organiser, de mettre en place un don pour justement aider la vie et la continuité de l'Église protestante. Pour ce faire, lors de la réflexion et de la discussion, il a été soumis comme quoi il n'y a pas plusieurs dons qui sont faits dans l'année. Il n'y en a qu'un seul.
Comme promis, nous partons à Aroutoua. Sur cette petite île, la famille Parker est réputée pour sa perliculture, mais aussi pour ses nombreux parcs à poissons. Au-delà du commerce, ils sont devenus de véritables gardes-à-manger dans la vie de tous les jours. Reportage signé Pounoua Toti. Situé à 375 km de Tahiti, se trouve Aroutoua. Cet atoll est connu pour sa production de perles, mais depuis un moment, tout est en arrêt. Aucun acheteur chinois ne vient désormais sur le territoire. Les habitants ont donc préféré revenir à une ressource sûre, la pêche. À ce jour, nous avons arrêté l'activité de la perle. Pas complètement, mais nous avons stoppé pour un moment. Car les acheteurs chinois ne viennent plus, les perles ne peuvent plus se vendre. C'est pour cela que nous restons sans travailler. Mais les perles restent dans la mer. Jaco pratique la pêche depuis son enfance. Sa spécialité est celle des parcs à poissons. Plusieurs variétés de poissons y rentrent, une activité qu'il exerce désormais avec ses enfants dans ce garde-à-manger. Mon activité principale est la pêche, spécialisée dans la construction de parcs à poissons depuis le temps de mon père. Et cela continue toujours. De temps en temps, il y a du poisson, d'autres fois non, mais je n'arrête pas. Après la pêche, il est temps de se retrouver autour du petit déjeuner royal. Au menu, poisson cru au lait de coco, pain au moto et aussi du poisson barbecue, tout pour épater les papilles devant ce cadre idyllique aux couleurs bleu turquoise. Un moment toujours apprécié par la famille Parker. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Les rassemblements de loisirs de plus de 10 personnes sont désormais interdits. Les boîtes de nuit resteront fermées jusqu'au 15 septembre. Il serait également question du port du masque obligatoire dans les espaces publics comme les parcs ou les plages, sous réserve de l'accord des maires. Par mesure de précaution, les autorités durcissent les mesures de restriction déjà établies. À la une de la presse demain, Tahiti, un faux titre sur la candidature d'Oscar Temaru qui embête Gaston Floss. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Stéphane Ratino pour votre journal télévisé, Axel Mézinel et Abinera Tematahotoa pour vos éditions radio demain matin dès 5h30. À suivre sur Polynésie la première, un film de science-fiction britannique, Monsters. Portez-vous bien et très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.